Bien, alors je prends la parole à nouveau pour donc vous souhaiter à nouveau la bienvenue. Vous savez que, enfin, pour ceux qui ont déjà suivi cet exercice les 2 années précédentes, c'est la troisième année qu'on fait cet exercice de perspective sur le Moyen-Orient, qu'on tient en général à la fin du mois de janvier, pour essayer de faire un petit exercice d'échange entre des personnalités qui viennent d'horizons différents et qui vont pouvoir nous dire quel sera leur agenda, la façon dont elles imaginent que l'année va se structurer pour la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient. Nous avons donc aujourd'hui 4 intervenants dont nous espérons qu'ils seront complémentaires avec comme toujours, notre angle, c'est d'avoir un chercheur, un journaliste. Je vous les cite dans l'ordre dans lequel on va les faire intervenir. Un chercheur, un journaliste, une personnalité du monde économique et puis quelqu'un qui représente les institutions françaises. Nous aurons donc 1 heure et demie pour parler ensemble. Je demande aux intervenants de nous faire une petite intervention préliminaire de 10-15 minutes maximum pour qu'on ait le temps d'échange suffisant avec la salle ensuite. Donc nous prévoyons une demi-heure de questions-réponses. Et pour ces questions-réponses, vous avez donc accès de la salle au Q&A. Donc on vous demandera de poser vos questions exclusivement sur le Q&A par écrit et de vous identifier avant de poser vos questions pour qu'on puisse, si vous le souhaitez, relayer votre identité. Bon, moi, je préfère que les intervenants sachent qui leur pose des questions et évidemment, il y a une petite différence de ce point de vue-là entre le Zoom et l'intervention en présentiel. Donc, je souhaite présenter ceux qui posent des questions, sauf si vous souhaitez absolument être anonymisé. Et nous ferons une petite synthèse des questions que nous poserons aux intervenants. Évidemment, si elles sont adressées à un intervenant en particulier, vous le précisez également dans le Q&A. Sur le fond de cette petite séance, petite session sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il n'a échappé à personne, évidemment, que 2020 a été une année très spéciale, pas seulement pour cette région Afrique du Nord-Moyen-Orient. À l'IFRI, on a tenté, avec une petite équipe, de suivre l'avancée, les conséquences de la pandémie dans la région. Et on a eu pas mal de surprises. Je pense qu'Eberhard Kienle, qui va s'exprimer en premier, qui a également travaillé sur ce sujet, pourra nous dire qu'effectivement, on est passé par différents moments. On craignait le pire pour la région avec l'épidémie. En réalité, elle a dans un point relativement échappé à l'épidémie. Mais un des sujets importants était l'effet de la crise sanitaire sur les guerres et les conflits, d'une part, et puis sur les paysages politiques en interne. Et de ce point de vue, on a eu plutôt une accalmie sur le front des conflits dans un premier temps, et puis un retour d'activité extrêmement fort. Il ne vous a pas échappé que l'année dernière, on a eu, notamment quand on suit l'actualité française, beaucoup d'agitation aussi bien sur la question libyenne qu'en Méditerranée orientale, avec un antagonisme franco-turc qui est monté un peu dans les extrêmes. Et sur le plan des paysages politiques internes, on a observé un resserrement un peu partout des régimes qui ont saisi l'occasion, l'opportunité de la crise sanitaire pour reprendre la main sur les sociétés. Ceci étant pour nous assez paradoxal, puisque le RAMSES, le rapport annuel de l'IFRI l'année dernière, avait consacré tout un dossier au retour possible des printemps arabes. Donc effectivement, au moment où on fête les 10 ans des printemps arabes, on se retrouve dans une situation où au contraire, on a le sentiment que les régimes arrivent, dans une certaine mesure, à reprendre la main sur des contestations sociales qui étaient en train de s'installer depuis 2019. Alors 2021 pourrait être une année de rupture peut-être plus positive, dans la mesure où elle commence sur une triple normalisation, à la fois la normalisation des relations entre
Israël et les pays arabes, une normalisation au sein du Conseil de coopération du Golfe, avec une réconciliation qui est peut-être un peu forcée entre la partie saoudienne émirienne et le Qatar, et puis une perspective de normalisation avec l'Iran qui intéresse évidemment beaucoup tous les géopoliticiens et aussi tout simplement les spécialistes de la politique américaine, puisqu'on ne sait pas très bien comment les États-Unis vont s'y prendre pour éventuellement revitaliser le JCPOA et arriver à reprendre une relation diplomatique positive avec l'Iran. Donc, est-ce que ces 3 normalisations sont réelles? Est-ce qu'elles vont nous permettre une année qui va être une année de réconciliation diplomatique, de relance du multilatéralisme dans la région? Je vais laisser chacun s'exprimer sur ces sujets, sachant que nous avons évidemment aussi des questions qui intéressent tout particulièrement la France en tant que puissance intervenante dans la région, avec une interaction de plus en plus forte entre certains sujets de politique étrangère et des questions intérieures. Et là, je pense notamment à toute toutes ces difficultés qu'a eu le président de la République à faire passer son message sur la laïcité et sur la façon dont l'islam allait être traité en France dans le contexte des relations entre l'État et les organisations religieuses. Je vais donner la parole à nos intervenants dans l'ordre suivant. D'abord, le chercheur Eberhard Kienle, puis le journaliste Jean-Christophe Ploquin, le financier, on va donner cette catégorie très large à Romain Bordenave, qui ne se dit pas économiste, donc on va dire le financier, et Jacques Maire, qui est considéré comme étant à la fois diplomate et député, ce qu'il est d'ailleurs. Eberhard, alors à toi la parole en premier. Je rappelle que tu es directeur de recherche à Sciences Po. Tu as fait une carrière très brillante dans des institutions à la fois françaises et britanniques. Tu as passé une bonne partie de ta carrière en Égypte, qui est donc un pays que tu connais très bien, dont on pourra éventuellement parler. Et nous avons eu pas mal de discussions ensemble quand tu étais à la tête de l'IFPO à Beyrouth, l'Institut français du Proche-Orient, sur la question de la résilience des États dans la région. Je me demande comment tu vois aujourd'hui la gestion de la crise du Covid s'insérer dans cette réflexion, évidemment, et qu'est-ce que tu anticipes en termes de stabilisation ou au contraire de fragilité des États de la région pour cette année? Je te donne donc la parole. Merci Dorothée, merci beaucoup et désolé que c'est l'universitaire qui commence le bal, parce que bon, l'universitaire ou le chercheur que je suis, bah, il est évidemment toujours le plus ennuyeux, l'empêcheur de tourner en rond, qui complexifie tout, qu'on ne comprend pas. Mais bon, ça a l'avantage aussi qu'évidemment par la suite, ça ne pourra que s'améliorer. Bon, alors je commencerai. Pas nécessairement à répondre à toutes les questions que tu as posées dans l'invitation, parce que bon, ça serait assez compliqué, et on sait très bien que ces compliqués sont liés, que ces questions sont liées les unes aux autres, et qu'il y en a encore bien davantage. Alors il faut faire un choix, et le choix, c'est peut-être pas tellement de parler, justement, comme tu as évoqué, de la nouvelle ère qui commence peut-être avec une administration américaine un peu plus comment dire, un peu plus réfléchie que la précédente. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est en effet les questions de l'État. Alors, je suis quelqu'un qui, d'abord, est évidemment universitaire, qui regarde les choses dans la durée, qui regarde les dynamiques lourdes qui se développent pendant des décennies, des siècles. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui regarde toujours ce qui se passe jour au jour. Mais c'est aussi je suis quelqu'un, comme tu l'as dit, voilà, j'ai passé une bonne partie de ma vie au Moyen-Orient et je regarde en priorité ce qui se passe dans les pays concernés
évidemment aussi pour le lier aux dynamiques globales, parce qu'en effet, voilà, quelque chose comme le Moyen-Orient, ça n'existe pas en dehors du monde, c'est d'une délimitation artificielle, et ce qui se passe là, évidemment, ou bien ça influe sur le reste, ou ça reflète le reste, ça c'est évident. Alors, je voulais vous parler, et pas tellement de Covid, voilà, évidemment, tout le monde pense au Covid de ces jours-ci. Alors, comme vous avez regardé ou vu peut-être dans les statistiques de Johns Hopkins, souvent publiées, enfin en général publiées par Le Monde et ailleurs, et on dit en général que le Covid, bon, voilà, n'a pas tellement affecté. Maintenant, évidemment, on parle beaucoup de temps, pas tellement affecté les pays du Moyen-Orient. C'est à prendre avec quelques précautions parce que on est dans un monde, disons, autoritaire où les statistiques ne sont pas très bien crédibles, aussi dans un monde dans lequel, je parle du Moyen-Orient, où non seulement on cache les choses politiquement, mais c'est aussi que souvent on n'a pas les capacités techniques vraiment pour prendre la mesure des développements. Donc je serai prudent, mais ce qui m'importe, c'est de dire que les tendances lourdes que je regarde, qui m'intéressent, ont commencé bien avant. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient depuis un an, ça a pu évidemment été accéléré, modifié, aggravé par la pandémie, mais ce n'est pas la pandémie qui est à l'origine des dynamiques, disons, préoccupantes. On le voit d'ailleurs au Liban, on a encore vu à la télé hier ou ce matin les manifestations à Tripoli. Ben, on sait très bien que au Liban actuellement, il y a un confinement très strict. Au Liban actuellement, il y a une très grande crainte du Covid, mais, ou de la Covid, pardon. Pour moi, un virus, c'était toujours masculin. Mais en même temps, on sait que la crise économique bon, et l'histoire du port, l'histoire du port, elle a déjà commencé voilà, pendant le Covid, mais la crise économique, elle, évidemment, et politique bien plus ancienne. Alors, je pense qu'il y a trois choses sur lesquelles je voudrais me focaliser, trois aspects de ce qui se passe actuellement et de ce qui se passera, enfin déjà de ce qui s'est déjà passé depuis quelque temps, mais qui continue à marquer euh, le Moyen-Orient pendant l'année 2021 et évidemment bien au-delà. Le premier aspect, c'est ce qu'on a vu déjà souvent, c'est la décomposition de certains États. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent d'États défaillants, faillis, ainsi de suite. Moi, je préfère la dislocation ou la désintégration d'États existants. Alors, on a des exemples. On a évidemment le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Libye, mais aussi le Liban d'une certaine manière. N'oublions pas que le Liban a vécu au moins deux guerres civiles officiellement. Hein. Après, bon, enfin, la situation est souvent tendue. Ce sont des États qui se décomposent, c'est-à-dire il y a des pouvoirs parallèles qui, depuis longtemps, se sont mis en place, qui guerroient, qui s'opposent les uns les autres avec des périodes d'accalmie. Donc, ce ne sont pas des États tout à fait comme la France, comme l'Allemagne et comme la Grande-Bretagne. On verra bien pour la Grande-Bretagne, voilà, l'Écosse cherchera l'indépendance, mais on a fort à parier que ça va se passer, si ça se passe comme ça va se passer un peu comme entre la République tchèque et la Slovaquie, si jamais ça se passe, mais ce n'est pas exactement comme entre la Libye de l'Est et de l'Ouest. Et donc, et tout ça pour dire qu'on parle d'État. La notion d'État, pour nous, politistes, c'est un synonyme. Ce sont des entités qui sont très, très diverses. C'est une arche de Noé. Ce n'est pas du tout la même chose, l'État français et l'État libanais, mais ce sont toutes des entités qui sont internationalement reconnus les uns par les autres ou les unes par les autres, donc on parle d'État. Mais ce qui est derrière, évidemment, c'est très, très différent. Ce qui est important, je pense, les conflits dans les États que je viens de mentionner, les conflits violents, sont dus, pour faire très, très vite, on pourra revenir là-dessus, sur l'histoire, je ne dirais pas particulière de ces États, mais une histoire qui les a marqués. Ce sont tous, presque tous ces États relativement jeunes, nés de la décolonisation, ou en tout cas consolidés et renforcés par au moment de la décolonisation. Ce sont des États qui ne font pas comme d'autres États-nations dans le sens dans le sens qu'ils ont de renom, que voilà, il y a un groupe, une communauté, disons, d'identité qui est coextensive avec la population de l'État. Et ce sont des États aussi qui ont en général très très peu de ressources, à moins évidemment, à l'exception de ceux qui ont des ressources d'hydrocarbures ou autres matières premières importantes. Alors ce sont des États qui se décomposent,
et qui se décompose depuis quelques temps déjà. On voit très bien que la guerre civile, entre guillemets civile au Liban, en Syrie dure depuis 2011 à peu près, mais les forces centrifuges étaient à l'œuvre avant. Et pourquoi? Bah, encore une fois, très rapidement, c'est tout simplement parce qu'une conjoncture internationale qui a permis à ces États de se consolider à un moment, de rester en place, de s'affirmer pendant quelques temps, une conjoncture internationale qui était à la fois politique et économique, qui avait beaucoup à voir avec la guerre froide, et ben voilà, elle n'y est plus, elle n'existe plus. Après, ces États ont réussi plus ou moins mal, plus ou moins bien à s'adapter par des politiques de réorganisation, de libéralisation économique qui n'ont pas nécessairement arrangé les choses et qui ont souvent exacerbé les tensions internes. Alors voilà, on est en présence de ces États et ça ne veut pas changer rapidement. Ce n'est ni le Covid qui l'a causé, ce n'est ni la disparition de la vaccination qui va arrêter ces tendances centrifuges, ça va durer. On peut évidemment essayer de réunir les deux chefs de guerre de Libye à Paris, hein, mais bon, ça peut toujours être utile. Mais ce n'est pas uniquement par ça que voilà, ça s'arrête. Donc, ce sont des tendances lourdes qui vont durer, on ne sait pas jusqu'où. Pour la politique, un des enseignements est que on devra probablement parler à beaucoup plus d'interlocuteurs à l'avenir qu'on l'a fait par le passé, parce que souvent, ben voilà, ce sont des États dans l'État qui émergent dans ces États. Alors, petite digression, il me semble que cette dislocation des États, ça touche un certain nombre d'États qui sont structurés d'une certaine manière et d'un problème bien plus important que l'État islamique, que l'islamisme qu'on voit, parce que finalement, c'est la dislocation de l'État. Évidemment, pas de n'importe quel État. C'est-à-dire, le problème est que les États qui existaient là avant étaient déjà hautement répressifs, hautement dysfonctionnels, mais la dysfonctionnalité des États précédents et leur dislocation par la suite, c'est ça qui donne la force à l'État islamique et à des groupes semblables. Donc, c'est d'une suite, c'est d'une conséquence, ce n'est pas l'origine. Alors, deuxième sujet que je voulais aborder, donc le premier, on assistera à la continuité de la dislocation de certains États. Deuxième sujet, c'est évidemment que la dislocation de ces États, je prends encore une fois l'exemple de la Libye, mais on peut prendre l'exemple du Yémen, on peut prendre l'exemple de la Syrie, ça invite évidemment des États plus constitués, comme d'ailleurs aussi des forces qui aimeraient être un État, comme l'État islamique, à s'installer dans des zones qui sont moins contrôlées par le gouvernement, là où l'ordre, disons, public s'effondre. Et évidemment, ça invite les voisins qui sont encore plus forts à se mêler des affaires de ces États. On voit très bien que l'Iran et l'Arabie saoudite jouent un rôle au Yémen, que la Turquie et l'Égypte et les Émirats, et évidemment plus loin, la Russie joue un rôle au Liban, en Libye, et ainsi de suite. On ne va pas faire la liste de tous, mais évidemment, l'affaiblissement des uns, ça fait le jeu des autres, qui donc peuvent jouer un rôle dans la politique, entre guillemets, domestique ou intérieure de ces États. Alors, c'est évidemment pas limité aux États voisins, c'est pas limité à l'Égypte, à l'Arabie saoudite, à l'Iran ou à la Turquie. On a très bien vu que c'est ouvert à la Russie, c'est ouvert aux puissances européennes, à la France, c'est ouvert aux États-Unis, à bien d'autres. C'est-à-dire ceux qui sont plus forts, évidemment, ils profitent d'une manière ou d'une autre de cette faiblesse et s'y installent et jouent leur jeu. Aussi souvent, évidemment, parce que, comme dans les guerres civiles au Liban par le passé, ce n'est pas nécessairement toujours les méchants extérieurs qui profitent de la décomposition d'un État, mais c'est aussi les acteurs à l'intérieur de cet État qui font appel à eux. Donc ça va dans les deux sens. Et ça complique évidemment les choses. Donc on a deux tendances qui sont lourdes depuis des décennies qui coïncident. C'est que il y a des États qui se décomposent de plus en plus, il y en a d'autres qui en profitent. Alors maintenant, le problème, et c'est le troisième point sur lequel voilà, je terminerai, c'est qu'il y a ceux qui aujourd'hui encore semblent un peu plus consolidés. C'est en effet des États comme l'Égypte, comme la Turquie, qui, si je reviens à cette distinction de tout à l'heure entre un État comme une architecture, disons, formelle et une nation qui est un sentiment voilà, d'appartenance qui correspond à peu près à la population de l'État,
Ben voilà, ce sont des États qui sont un peu, pour des raisons d'autres aussi, hein, qui sont plus anciens, parce que l'Égypte est un ancien État. Ça remonte au début du 19e siècle. La Turquie est un des seuls États qui n'a pas vraiment été victime. Elle a été, mais n'a pas été complètement occupée après la fin de l'Empire ottoman. Donc il y a des États qui sont historiquement plus solides, qui ont été autrement constitués, qui encore aujourd'hui, parce que ça leur a donné la possibilité de poursuivre des politiques autres que les autres, voilà, qui sont un peu plus consolidés. Alors l'Égypte ferait partie, l'Arabie saoudite pour ses ressources carburant aussi, l'Iran aussi. Donc voilà, on a ces États-là qui ne se décomposent pas ou pas vraiment encore de l'intérieur. Maintenant, voilà, ces États-là, qui souvent, comme l'Égypte, paraissent comme un havre de la stabilité, et on soutient le régime égyptien parce que, on pense que, voilà, justement, il garantit la stabilité dans la Méditerranée orientale. Voilà, c'est pas si simple que ça parce que ce sont des États qui sont confrontés à d'autres défis et ce sont largement des défis économiques qui ont été aggravés par évidemment le ou la Covid, mais qui ont aussi beaucoup à voir avec des tendances lourdes, des incapacités de restructurer des économies et de devenir plus performants. On voit que, par exemple, qu'en Égypte, ce n'est qu'un exemple que je donne, et la productivité, c'est un problème éternel, elle n'a jamais augmenté. La factor productivity, la productivité des facteurs, elle a même souvent baissé. L'Égypte, même aujourd'hui, si on regarde les statistiques de la Banque mondiale, l'exportation de produits high-tech est zéro. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que statistiquement, ce n'est pas tout à fait significatif. Il y en a toujours quelques-uns. Mais voilà, donc on est confrontés à des États qui sont peut-être, qui semblent stables, mais qui restent sur des pieds d'argile. On le voit en Iran actuellement, on le voit en Égypte actuellement. Donc, dans ces États-là, sans maintenant aller entrer dans d'autres détails, et on pourra y revenir certainement, ce sont des États voilà, qui, pour des raisons non nécessairement de forces contradictoires à leur intérieur, par des régions, des groupes religieux et autres, mais ce sont des États qui pourraient très bien faire les frais de leur incapacité de vraiment générer les ressources qu'ils dépensent. Et ça va être évidemment un problème et on ne voit nulle part une amélioration, surtout évidemment dans une période de prix de pétrole bas où on a même les budgets déjà très optimistes qu'on a établis, on les a établis en général à un prix de 60 ou 65 dollars par baril, et maintenant, voilà, on n'y est pas, et on ne sait pas ce que ça donne. Voilà, donc, je dirais, avis de tempête. Merci beaucoup, Eberhard. Je pense que cette réflexion sur la dégradation des États est d'autant plus importante que, évidemment, la consolidation des États dans la région va devenir l'objectif majeur de la communauté internationale. C'est l'objectif majeur post-conflit. Sur la Syrie, on n'est même pas au tout début du chemin. Et sur la Libye, on aura évidemment le même problème. Je pense néanmoins que les défis économiques dont tu parlais sont évidemment assez différents de pays à pays. Mais ce qui est fascinant, c'est que, bon, parce que l'Iran sous sanctions, ce n'est pas la même question que la Turquie mondialisée qui se démondialise pour des raisons de gouvernance dégradée. Et je trouve assez fascinant de voir le risque politique être entré dans les grilles de réflexion des investisseurs de manière peut-être plus fine qu'auparavant. J'ai une discussion avec une analyste risque il y a une dizaine de jours à propos du Golfe et on est arrivé à la conclusion que sur l'Arabie saoudite, le risque aujourd'hui devenait peut-être moins un risque politique qu'un risque opérationnel parce qu'on avait une dégradation de la gouvernance économique, ce qui est toujours un facteur de risque, mais qui apparemment est plus facile à factoriser, à intégrer pour des investisseurs. Bon, je vais passer la parole à Jean-Christophe Ploquin. Jean-Christophe, je sais que tu as aussi commencé ta carrière de journaliste sur le Moyen-Orient. Tu as dirigé aussi le service international de la Croix avant de devenir rédacteur en chef du journal. Il y a une chose qui nous intéresse, je pense, notamment, c'est de savoir s'il y a un traitement particulier de l'actualité de cette région par la Croix, étant donné la tradition, l'orientation du journal.
Et évidemment, si pour toi, cette question du traitement du séparatisme en France est un sujet qui va prendre de l'ampleur, ou bien si tu as de toute autre préoccupation sur la région, notamment, je sais que tu t'intéresses aussi au conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas comment tu envisages l'avenir d'Israël, qui semble aujourd'hui devenir le point pivot de la région à beaucoup d'égards. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Dorothée. Bonjour à tous et à toutes, et merci de m'avoir associé à cette rencontre passionnante. Je pense que je reprendrai peut-être au fil certaines des questions que tu as posées, Dorothée. Et je dirais juste en introduction, mais c'est déjà peut-être aussi un élément sur la façon dont la Croix suit cette actualité du Proche et du Moyen-Orient. Je dirais qu'en tant que journaliste suivant à la Croix les relations internationales, mais je pense en tant que journaliste tout court, les journalistes, je pense évidemment, qui s'intéressent aux questions internationales, on suivent avec intérêt et attention le rôle des États et leurs interactions, mais il y a aussi en parallèle une attention au sort des populations, notamment parce que nous sommes parmi nos sources d'information. Il y a aussi toutes les ONG qui sont très actives sur le terrain et qui jouent des rôles aussi de plaidoyer à destination des opinions, de l'opinion française et aussi des autorités françaises. Et là, on peut poser le constat que le Moyen-Orient reste une région du monde touchée par des conflits dévastateurs pour les populations civiles. Il y a des pays déchirés, des millions et des millions de personnes déplacées qui éprouvent des souffrances inouïes. On peut penser à la Syrie, au Liban, au Yémen, à l'Afghanistan. Ce sont aussi, pour certaines, des économies déprimées du fait des conflictualités et avec des processus de développement qui piétinent depuis des années et des années. Donc, c'est vraiment une région qui est en souffrance. Je dirais un mot particulier sur la Syrie. Le constat qu'on peut faire 10 ans après le soulèvement, il me semble, en tout cas le constat que je fais à titre personnel, c'est que la guerre est bien la pire chose qui puisse arriver à des populations et qu'il me semble qu'il y a un devoir moral pour un pays comme la France à ne pas la susciter, à ne pas susciter la guerre. Et je dirais à ce titre, on peut se féliciter que la France n'ait pas pris part à l'invasion de l'Irak en 2003. On peut en revanche s'interroger sur l'intervention militaire en Libye et questionner aussi l'appui qui fut apporté à certains groupes armés syriens dans les premières années de la guerre. J'en profite, puisque je sais que l'IFRI travaille étroitement avec beaucoup d'entreprises. À mes yeux, il y a aussi une responsabilité des entreprises par rapport à ces logiques de guerre. Les entreprises suivent certes des logiques de profit, elles agissent dans un contexte de compétition technologique et stratégique extrêmement forte, mais je crois qu'elles doivent veiller à se doter de règles éthiques pour ne pas se laisser entraîner vers l'irréparable et vers parfois des coopérations avec des régimes avec qui il ne serait pas souhaitable de travailler, ou en tout cas de veiller à l'usage des technologies qui sont exportées et implantées dans ces pays. Alors, mon propos, je l'avais un peu imaginé en focalisant sur 3 sujets d'attention: l'Iran, la Turquie, et la Turquie, ce n'est pas seulement pour te faire plaisir, Dorothée, et puis aussi la compétition États-Unis-Chine. L'Iran, parce que il me semble que l'enjeu du nucléaire iranien est aujourd'hui extrêmement structurant dans la région et provoque des recompositions que tu as évoquées, notamment impliquant Israël. La Turquie, c'est du fait de sa proximité géographique, économique avec l'Europe. Et puis, la compétition entre les États-Unis et la Chine, c'est pour essayer de resituer la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, dans un contexte global. Alors, l'Iran, voilà, il me semble que la grande question pour aller droit au but, est-ce qu'on court le risque que l'Iran se dote d'une arme nucléaire en 2021 ? Il y a beaucoup d'éminents spécialistes en France pour réfléchir à ce sujet et dans d'autres pays évidemment. Et en les écoutant, ce que j'ai compris, c'est que de toute façon, l'Iran a déjà une capacité nucléaire, déjà
depuis plusieurs années, que l'Iran a annoncé qu'il avait dépassé le seuil de 20% d'enrichissement de l'uranium, qui est un seuil à partir duquel on peut aller très vite, finalement en quelques mois, à un enrichissement d'usage militaire, mais que ensuite avoir de l'uranium d'usage militaire ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir fabriquer une arme, notamment avec des enjeux de miniaturisation, et il faut aussi avoir des capacités balistiques, et notamment il faut avoir pu tester ces capacités balistiques. Et donc il me semble que quand on met bout à bout tous ces éléments, finalement ça laisse un petit peu de temps. Donc 2021 pour que l'Iran soit doté d'une arme, peut-être pas. Et surtout si justement la négociation concernant donc le JCPOA, cet accord de 2015 qui visait à limiter finalement le programme nucléaire iranien et à le cantonner finalement dans une dimension civile sous un contrôle étroit de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Finalement, si ces négociations reprennent et s'il y a une logique de concession réciproque qui se met en place entre l'Iran et les pays signataires, les autres pays signataires du JCPOA, mais notamment les États-Unis, ça peut aussi donc modifier la donne et enclencher aussi un cycle de négociation à l'échelle du Moyen-Orient qui pourrait un petit peu apaiser les choses. Donc voilà, ce que j'observe, c'est que l'administration Biden à la fois manifeste son intention de revenir dans le JCPOA, et puis en même temps, cette nuit et ce matin, finalement, le bargaining qui a commencé entre Téhéran et les États-Unis disant l'Iran doit d'abord faire des concessions et revenir au JCPOA, et l'Iran appelant à la levée des sanctions américaines d'abord et avant tout. Donc on est dans ce temps où les stratégies se dessinent. Il me semble que du côté français, notamment, il y a le sentiment qu'il faut élargir la discussion sur le JCPOA. Donc, il ne faut pas se contenter de négocier sur le nucléaire iranien, mais qu'il faut étendre la négociation aux enjeux de balistique, puisque l'Iran a un programme très, très actif, très poussé, et aussi finalement de stabilité régionale, dès lors que l'Iran est un acteur qui pousse ses pions dans de nombreux pays de la région. Donc voilà, on va suivre un petit peu cette situation, cette négociation avec l'Iran. L'enjeu évidemment de l'élection présidentielle en Iran à la fin du printemps, même si probablement ce n'est pas un enjeu déterminant pour les négociations sur le nucléaire, puisque le grand décisionnaire, c'est l'ayatollah Khamenei, c'est le guide de la révolution, et que les grands acteurs ne dépendent pas du gouvernement, puisque ce sont les passedarans, les gardiens de la révolution. Donc ça, je pense que sur un plan médiatique, il y aura une attention extrême, on va suivre ça de très près. Le deuxième enjeu qui nous intéresse, qui m'intéresse, je pense que c'est celui de la Turquie. C'est un pays vraiment qui est extrêmement proche de l'Europe et avec lesquels les intérêts sont étroitement mêlés, des intérêts économiques, politiques, stratégiques, migratoires. Et il se trouve que ces dernières années, finalement, le constat aujourd'hui est peut-être encore plus clair que les années précédentes, c'est que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, n'agit pas vraiment de manière cohérente sur le long terme, notamment avec les grandes alliances dans lesquelles son pays est inséré. On pense évidemment à l'OTAN, mais aussi finalement sa relation stratégique avec l'Union européenne. Alors, ce n'est pas nouveau. On peut souligner qu'il y a finalement une grande inconstance, voire une totale incohérence dans les politiques suivies par Recep Tayyip Erdogan depuis qu'il est au pouvoir, bientôt 20 ans. Il y a une dizaine d'années, c'était zéro conflit avec ses voisins, et aujourd'hui, c'est un pays qui est environné de crises et de tensions, de guerres auxquelles il a contribué, qu'il a lui-même attisé, même si, bien sûr, il est loin d'être le seul.
Alors, est-ce que 2021 est le début d'un nouveau virage de Recep Tayyip Erdogan? On voit qu'il lance des messages un peu d'apaisement à destination de l'Union européenne. J'entendais un diplomate français qui un peu méchamment parlait de danse du ventre de Erdogan, voilà, parce qu'effectivement, après avoir tenu des propos très virils, notamment à l'égard de la France, on voit que le ton a changé. Mais évidemment, il faudra vérifier si au-delà du discours, il y a un changement de la Turquie. Et c'est très important parce que la Turquie a eu des positionnements assez unilatéraux et un peu agressifs vis-à-vis des Européens, notamment en Libye, où en renforçant sa présence militaire à Tripoli et dans l'Ouest, finalement, la Turquie se donne les moyens de pouvoir exercer une pression sur l'Europe. L'Italie n'est pas très loin et la question migratoire passe notamment par cette région-là. Il y a tout l'enjeu aussi de la Méditerranée orientale et où la Turquie a remis en cause finalement la souveraineté de la Grèce et de Chypre de façon évidente. Il y a donc l'enjeu de la Syrie où on se demande quand même quand est-ce que cette gestion conflictuelle entre la Russie et la Turquie, ou une entente à partir de leurs antagonismes, finalement, une entente à partir de leur concurrence, voilà, est-ce que c'est en 2021 que ça peut commencer à craquer? Voilà, on sait qu'en Syrie, donc, il y a une gestion assez conflictuelle entre la Russie et la Turquie autour du Libre, et puis des enjeux, des transactions plus coopératives finalement au nord-est. En tout cas, la Turquie continue à jouer un jeu dangereux avec les djihadistes syriens et avec notamment le transfert d'un certain nombre de milliers de combattants du côté du Caucase. Et voilà, précisément le Caucase, finalement, la Turquie a vraiment soutenu l'Azerbaïdjan et a participé en quelque sorte à la victoire de l'Azerbaïdjan dans cette région, mais avec un résultat un peu paradoxal puisque c'est la Russie qui a finalement pu déployer des soldats et des observateurs au Nagorno-Karabakh. Donc voilà, en 2021, comment se comportera la girouette Erdogan? Ce sera un enjeu important et pour l'Union européenne, c'est le moment justement de développer vis-à-vis de la Turquie une stratégie qui soit globale, qui prenne en compte tous les intérêts un petit peu que j'ai décrits et les enjeux finalement dans lesquels la Turquie est partie prenante. Et alors pour le troisième point, donc c'est autour de cette rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et là, j'ai été bon élève, donc j'ai juste fini le livre récent, le tout dernier livre de Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, donc Guerre invisible, paru chez Talandier, et qui vraiment porte sur cette question. C'est un livre qui réfléchit à la rivalité féroce finalement opposant les États-Unis et la Chine. C'est une sorte d'avertissement en disant que en expliquant que cette confrontation imprime dorénavant sa marque dans tous les domaines où le monde devrait raisonner dans une logique commune, le commerce, le climat, les migrations, le numérique, les finances. Et donc, cette polarisation divise les enceintes internationales et font que même là où il y a encore de la coopération, ça ne se fait pas dans un véritable esprit de coopération, mais dans un esprit d'hostilité. Moi, j'ai été frappé par la façon dont, pour Thomas Gomard, il y a vraiment un antagonisme radical dorénavant entre la Chine et les États-Unis. Pour lui, donc, la Chine poursuit une ambition géopolitique et géoéconomique d'ampleur visant à étendre son influence et à façonner les pays clients à son image. Elle tisse sa toile par les routes de la soie et par l'initiative Road and Build. Et son enjeu, c'est de maîtriser les flux commerciaux, tous les points de connectivité et qui lui permettront de diffuser ces normes. Et je cite une phrase de Thomas Gomard, conscient du risque, Washington veut la transformation immédiate de l'économie chinoise dirigée par le parti État en économie de marché. Cela signifierait la fin du Parti communiste chinois et donc un changement de régime.
Donc, on est vraiment dans quelque chose, une confrontation existentielle entre les États-Unis et la Chine. Et donc, voilà, une interrogation, comment ça pourra se traduire au niveau du Moyen-Orient. Je vais pas soulever différentes hypothèses parce que, pour ne pas prendre trop de temps, mais je pense que ce sera vraiment un élément de lecture du Moyen-Orient en 2021, notamment en ce qui concerne l'Iran, mais aussi l'Arabie saoudite, où la Chine essaye de jouer un rôle, notamment par les flux commerciaux, là encore, et les propositions technologiques, que ce soit par le chemin de fer, que ce soit l'atome, puisque la Chine devient un acteur important d'exportation finalement de l'industrie nucléaire civile. En conclusion, et peut-être que s'il y a des questions, je pourrais revenir sur la façon dont on s'intéresse à la situation entre Israël, les Palestiniens. Il y aura des élections palestiniennes, ce sera très intéressant. 2021, c'est aussi, est-ce que Benjamin Netanyahou sera encore là fin 2021? C'est un survivor incroyable, c'est un homme politique qui a un flair incroyable pour rester au pouvoir, mais il va y avoir à nouveau des élections et donc la question malgré tout de son maintien se pose, surtout dans un contexte où il est visé par des procès. En conclusion, je ferai juste un pas de côté et là aussi, Dorothée, c'est une petite pirouette pour justement marquer un peu, souligner un peu la façon dont la Croix peut suivre l'actualité de cette région. Donc, souligner que le pape François a prévu de se rendre en visite en Irak du 5 au 8 mars. On ne sait pas évidemment encore si les conditions de sécurité et si la situation pandémique permettront ce voyage, mais à l'heure actuelle, le Vatican communique sur le fait qu'il ira à Bagdad et à Erbil, donc dans le Kurdistan irakien, pas loin des régions où les chrétiens ont été chassés par Daesh il y a quelques années et où ils mettent beaucoup de temps à revenir. C'est très compliqué pour eux d'y retourner. Mais aussi, le pape a prévu de rencontrer l'ayatollah Sistani, qui est la plus haute autorité religieuse du monde chiite. Donc, il ira à Nadjaf, en plein pays chiite. Et au Vatican, on espère que les deux dignitaires pourront signer un document sur la fraternité humaine en vue de la paix dans le monde. Et c'est un document qui a été signé d'abord en février 2019 à Abu Dhabi par le pape François et par le cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar au Caire. C'est un document qui appelle à la liberté de croyance et d'expression, à la protection des lieux de culte et qui prône une pleine citoyenneté pour les minorités discriminées au Moyen-Orient. Et donc, évidemment, si l'ayatollah Sistani a porté sa signature à ce document, ça aurait une grande signification et ça signifierait que la deuxième grande communauté de l'islam, finalement la communauté chiite, rejoindrait cette initiative en faveur de la liberté de croyance et d'expression. Donc voilà, en un mot, dans ce Moyen-Orient où les religions sont instrumentalisées pour des enjeux de pouvoir politique, il y a des responsables religieux éminents qui sont capables de dire non à la haine et oui à la connaissance et à la compréhension mutuelle. Ça, c'est une conclusion très impressionnante. La nouvelle d'abord que le pape continue à voyager, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et on va essayer de suivre la diplomatie papale cette année. Alors, c'est un vrai sujet. Juste 2 points. Je pense que les Turcs sont en réalité très cohérents du point de vue national turc. Alors évidemment, pour nous, ça fonctionne peut-être un peu moins, mais on a quand même un resserrement sur des objectifs immédiatement nationaux. La question kurde ou Chypre en font partie. Je ne sais pas si la relation russo-turque est si compliquée que ça à saisir. Je pense qu'elle nous occupe peut-être un peu trop parce que précisément les Européens ont le sentiment d'être dans une forme d'impuissance vis-à-vis de la Turquie. Et sur la compétition entre les États-Unis et la Chine, il y a aussi une analyse optimiste qui dit qu'une partie de l'administration Biden pourrait faire alliance avec les Chinois sur le climat. Donc on sera peut-être dans une relation diplomatique plus complexe que ce qu'on imaginait. Je vais donc donner maintenant la parole à Romain Bordenave, qui est gérant spécialisé dette devises émergentes. J'ai vu sur le site de Edmond Rothschild Asset Management que l'une des propositions, c'était que dans les investissements que gère Edram,
nous cherchons à avoir une vision enrichie du risque. Alors, je suis impatiente de voir ce que signifie l'enrichissement du risque vu par vous, Romain. Je sais que vous vous intéressez notamment à l'Égypte et à la Turquie, qui sont deux des pays dont on a déjà parlé. Et donc, je vous laisse la parole pour faire aussi peut-être un peu de comparatif sur les marchés émergents, pour tout simplement savoir comment vous voyez le Moyen-Orient par rapport au reste des marchés émergents. Micro. Ah, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux. Oui, ça y est. Alors, parfait, excusez-moi. Donc oui, donc je disais merci et merci de m'avoir invité. Alors bon, c'est vrai que d'un point de vue finalement investisseur, souvent il y a bien il y a trois manières finalement de voir les choses. Il y a une première manière qui va être toute la partie finalement macroéconomique, la partie géopolitique, mais aussi après toute la partie finalement valorisation et intérêt entre guillemets de l'investissement final. Alors, sur la première partie, sur la partie macroéconomique, je pense que globalement, aujourd'hui, on peut dire que les perspectives de la zone sont plutôt bonnes. Hein. Finalement, avec l'arrivée des vaccins, on devrait quand même avoir des économies mondiales qui se réouvrent petit à petit. Cette réouverture des économies, finalement, devrait avoir pour conséquence un retour assez important des échanges mondiaux, de la circulation des individus, hein, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller en vacances, etc. Et en fait, et au même moment, on a aussi tous les membres de l'OPEC+, hein, finalement, qui font leur maximum, qui se regroupent, qui font leur maximum dans le but de maintenir les baisses de production pétrolière. Alors même si des fois c'est un peu compliqué, hein, et notamment avec la Russie par exemple, le dernier meeting a démontré qu'ils en étaient capables. Et donc du coup, de ce point de vue-là, je pense qu'une remontée de la production du pétrole par les pays exportateurs de pétrole devrait se faire finalement de manière assez graduelle, au gré des nouvelles macroéconomiques, mais aussi de l'avancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Donc tout ça, ça m'amène à penser que globalement, le prix du pétrole devrait croître au cours des prochains mois, d'autant plus aussi qu'il y a eu un manque réel pendant cette crise-là d'investissement, hein, donc de CAPEX au sein des capacités de production, qui a été quand même très important pendant la crise et qui devrait supporter d'autant plus le marché de l'or noir. Donc finalement, dans cette région-là, on a énormément d'économies, j'ai envie de dire, exportatrices de pétrole, donc qui bénéficient directement de la variation des prix du pétrole. Et donc ces économies devraient rebondir finalement dès cette année, en 2021, et ce, malgré une année 2020 qui a été extrêmement compliquée pour leur déficit public. Mais rappelons quand même que l'équilibre de la balance des paiements pour la plupart des pays du GCC se situe quand même à des niveaux de $55, enfin sous les $55 le baril. D'accord ? Donc on est quand même sur des économies qui sont confortables à ces niveaux-là. Il est aussi intéressant de voir que la crise a aussi permis à quelques pays de faire un virage, j'ai envie de dire même à 180 degrés, sur leur manière finalement de gérer leurs finances publiques, mais aussi leur politique monétaire. Donc là, finalement, le premier exemple qui me vient en tête, c'est la Turquie. Finalement, après des années de crise, le pays semble aujourd'hui montrer une certaine volonté à revenir sur une gestion de sa politique monétaire beaucoup plus orthodoxe, comme on dit, et suite, parce qu'en fait, juste pour remettre un peu dans le contexte, mais suite à la tentative de putsch avortée en 2016, le pays a connu finalement des années d'inflation galopante boostée par une incapacité de la Banque centrale turque, la CBRT, à monter ses taux. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait un président Erdogan, qui est une personne qui n'a absolument pas avoir des taux élevés au sein de son économie, pour la simple et bonne raison que celui-ci a une vision portée uniquement sur la croissance. Pour lui, un taux élevé sont clairement un frein à une croissance robuste.
robuste. Donc, il a donc pendant des années empêché la CBRT d'agir en remontant les taux d'intérêt. Et donc ça a eu comme conséquence la chute, la dévaluation de la lire turque qu'on a pu connaître, mais aussi des niveaux d'inflation qui sont montés au-delà des 20% à certains moments. Mais j'ai envie de dire que même la plus grosse conséquence finalement pour Erdogan, ça a été la perte d'Istanbul durant les dernières élections municipales. Néanmoins, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore ce pays, j'essaye d'y voyager au moins une fois par an pour aller rencontrer les banquiers centraux, etc. C'est que généralement, au pied du mur, et c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec un des intervenants précédents, c'est qu'au pied du mur, finalement, on a quand même un président et un gouvernement qui retournent finalement avec un comportement plutôt pragmatique. Et milieu des années dernières, c'était quand même assez intéressant de voir la domination de Nassi Akbal à la gouvernance de la CBRT, et il lui a clairement laissé carte blanche pour agir. Et depuis finalement 6 mois, on a vu donc Nassi Akbal qui a quand même remonté les taux en passant de 8% à 17% aujourd'hui en Turquie, et c'est pas non plus exclu que celui-ci finalement continue aussi à remonter les taux. Et donc du coup, grande surprise, la confiance finalement aujourd'hui revient sur la Turquie. On a vu donc la lire turque qui est aujourd'hui un des meilleurs performeurs, j'ai envie de dire, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois aujourd'hui. On a vu le coût finalement de la dette du pays qui s'est quand même abaissé. Il faut quand même se souvenir qu'au pire de la crise, on avait une Turquie qui empruntait sur les parties longues de sa courbe à des taux de quasiment 9%. Et aujourd'hui, on est quand même revenu sur des taux de 6,5% pour des maturités de 25-30 ans. Et je finirai juste sur la partie macro turque, c'est que ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent quand les Turcs font quelque chose, ils ont une idée derrière la tête. Ils ont forcément un objectif. Et donc, il ne faut quand même pas oublier qu'en 2023, on a quand même les élections présidentielles qui arrivent, et que ces élections présidentielles arriveront la même année que finalement le centenaire de la République de Turquie. Donc, c'est aussi, je pense, une des grosses raisons pour lesquelles on risque de voir finalement une Turquie revenir plutôt dans un mode un peu plus orthodoxe dans sa gestion. Un autre pays qui a aussi changé son fusil d'épaule, c'est le Sultanat d'Oman. Ce pays a énormément souffert de la baisse des recettes liées à l'effondrement du prix du pétrole. Et contrairement au Bahreïn, à lui, pour le coup, il n'a pas de support explicite d'un de ses voisins. Rappelons quand même que le Bahreïn a quand même survécu à la banqueroute, notamment grâce à l'aide financière apportée par l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, je pense qu'on touche là un point assez central de la stabilité finalement dans cette région et entre guillemets, de la domination que peut avoir l'Arabie saoudite, qui finalement, dans une moindre mesure, et à l'instar un peu de la Chine, supporte financièrement énormément de pays, l'Égypte, le Bahreïn, etc. Et la question se pose, jusqu'à quand finalement ces pays comme l'Arabie saoudite finalement seront en mesure d'aider financièrement les pays voisins, là où aujourd'hui finalement on se retrouve dans un monde en pleine transition énergétique où la demande de pétrole pourrait baisser finalement sur le long terme. Donc, juste pour revenir sur Oman, récemment, le pays a quand même réussi à mettre en place les réformes nécessaires lui permettant de revenir finalement sur le chemin de la croissance, tout en gérant finalement au mieux ses déficits, car Oman a quand même un point d'équilibre sur ses finances publiques qui situe à $80 le baril. Donc voilà, on a quand même de gros enjeux macro sur ce pays-là. Maintenant, si je bifurque un petit peu sur la partie géopolitique, c'est aussi intéressant de voir que la stabilité de cette zone est quand même extrêmement importante, même, je pense même pour l'équilibre mondial. C'est une zone qu'on pourrait un peu, je pense, appeler, comme on appelle dans le jargon financier, une zone too big to fail. Et c'est pour ça que je pense que géopolitiquement, elle est systémique pour le monde. Je vais donner quelques exemples. Je reviens encore sur la Turquie, mais c'est vraiment un exemple, je trouve, assez marquant de cette zone. Finalement, aujourd'hui, la Turquie, c'est quoi ?
c'est le seul pays membre de l'OTAN à être à la table des négociations sur le conflit syrien. C'est quoi? C'est le lieu de prédilection des Américains pour y installer des bases militaires pour finalement être assez proche de la Russie, sans oublier le fait que la Turquie fait toujours barrage à 3 millions de réfugiés syriens au moment même où l'Europe subit des montées quand même assez fortes de populisme. Et d'ailleurs, les Turcs savent très bien en jouer, ils savent peut-être même un peu trop en jouer, c'est ce qui explique un peu, je pense, aujourd'hui le conflit actuel qu'on a notamment avec Chypre en mer Méditerranée, ou encore il y a quelques temps, les libertés qu'avait pris la Turquie en allant acheter du pétrole à l'Iran, en leur donnant de l'or, ce qui leur vaudra peut-être un jour finalement des sanctions de la part des Américains, et j'ai encore envie de dire peut-être. Au-delà de ça, j'ai presque aussi envie d'ajouter sur le fait que leur position stratégique devrait même continuer à leur permettre d'être exempts de toute sanction. Après, ce qui est quand même important à avoir en tête, c'est que la Turquie et les États-Unis ont quand même des liens extrêmement forts. Et moi, je me souviens, enfin, pour avoir été pas mal de fois en Turquie, quand je discutais à Ankara avec l'ambassade américaine, même au pire des crises, on avait quand même Erdogan et le président américain qui s'appelaient plusieurs fois par semaine. Ensuite, d'un point de vue géopolitique, quand on parle de ses relations avec l'Europe, je pense qu'il ne faut pas oublier que son adhésion à l'Union européenne, ça a été quand même une vaste plaisanterie et un camouflet énorme envers les Turcs. Et je pense que ça, c'est quelque chose ils l'ont assez mal pris. Deuxième pays en exemple, je vais donner par exemple l'Égypte, qui fait aussi un peu partie de ces pays où finalement les Occidentaux veillent à éviter un second printemps arabe. La situation économique du pays reste quand même compliquée, avec un taux de chômage qui est quand même assez élevé, notamment chez les jeunes, et a aussi des problèmes de déficit budgétaire extérieur élevé, découlant d'une augmentation finalement des dépenses du pays. Et ce cocktail explosif fait que l'Égypte continue finalement de bénéficier, et je pense sur le long terme, d'aides extérieures, qu'elles soient financières ou non financières, à l'image de l'intervention des Américains dans le conflit qui a mêlé donc, les Égyptiens avec l'Éthiopie sur la question du barrage éthiopien. Côté support financier, on peut quand même finalement noter aussi le soutien massif de l'Arabie Saoudite, des Américains, du FMI. Et d'ailleurs, l'aide du FMI commence à porter ses fruits, puisqu'aujourd'hui, la bonne gestion finalement de l'inflation au sein du pays attire de plus en plus, le monde des investisseurs sur la devise égyptienne. Donc, juste pour résumer un peu cette partie-là, on a quand même une zone qui devrait continuer à être supportée à l'avenir du fait de sa situation géographique et de ses différentes interactions géopolitiques qui quand même est aujourd'hui une grosse vue pour la plupart des pays occidentaux. Et à la fin, j'ai envie de dire, il ne faut quand même pas oublier que c'est la zone aujourd'hui qui gère le plus gros stock entre guillemets de pétrole au monde. Juste maintenant, pour peut-être passer sur la partie, sur la partie un peu plus marché investissement, on va dire. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est de voir finalement comment les marchés interprètent tous ces risques macro, ces risques géopolitiques, etc., sur cette région GCC. Et finalement, on peut que constater que les marchés finalement discountent complètement les risques géopolitiques. Je vais juste vous donner quelques exemples assez marquants, mais si on prend par exemple les niveaux de spread auxquels traitent les CDS souverains. Donc ça, c'est quoi? C'est le spread du CDS souverain, c'est tout simplement combien un investisseur est prêt à payer chaque année pour se couvrir contre un risque de défaut du pays. D'accord, à 5 ans. Et donc, on remarque assez facilement que le risque financier de cette zone, finalement, traite en ligne, voire mieux,
pour les pays les plus solides du GCC que, par exemple, des pays de l'Union européenne. Je vais donner quelques exemples. Mais par exemple, le coût d'une protection pour le Qatar, on est aujourd'hui à 18 points de base, donc 0,18% pour se couvrir contre un risque de défaut au Qatar, 0,20% pour l'Arabie saoudite et 0,18% pour Abu Dhabi. Là où la Grèce, aujourd'hui, on est à 40 BP, l'Italie, on est à 34 BP, et l'Espagne, on est à 21 BP. Encore peut-être plus amusant, c'est quand on s'amuse à regarder les agences de rating. Je vous entendais parler d'une amie à vous qui travaillait en cellule de risque crédit. Bah, là encore, c'est quand même assez intéressant et assez flagrant de voir que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, est notée A par les agences de rating, le Qatar est noté AA, alors même que ces agences de rating, par exemple, sont censées intégrer tous les risques finalement politiques et géopolitiques. Et donc, on voit bien que cette zone-là est très loin, alors je parle des plus forts, hein, bien sûr, je ne parle pas de Oman, je ne parle pas de Bahreïn, etc., mais en tout cas, pour les plus forts, c'est une zone quand même qui a réussi à occulter complètement le risque de la part des agents économiques. Donc là, c'est quand même assez intéressant, notamment en plus si on ajoute le risque iranien, etc., etc. Donc voilà. Et je pense que plus globalement, pour comprendre ça, il faut se placer à la place finalement d'un investisseur, entre guillemets, lambda. La zone GCC, finalement, c'est quoi? C'est en caricaturant un peu, c'est une famille, c'est des frères et sœurs. Bah oui, bah forcément, ça se tape dessus de temps en temps. Mais finalement, quand le besoin en est, ça reste quand même une zone et des partenaires économiques qui prônent finalement je ne vais pas dire la solidarité, mais en tout cas la stabilité de la zone. Finalement, il reste solidaire car la zone, elle sait très bien que l'union fait la force. Et d'ailleurs, je pense que le dernier comité, le dernier sommet finalement du GCC, est sur le fait que l'Arabie saoudite, Abu Dhabi, l'Égypte et le Bahreïn ont finalement décidé de lever le blocus autour du Qatar. C'est un exemple flagrant d'une situation de crise qu'on a connue l'année dernière. Bon, ils savent très bien que s'ils continuent, entre guillemets, à se mettre des bâtons dans les roues économiquement, ils auront quelques petits problèmes. Donc ça, je pense que c'est de cette manière aussi que voit un peu le marché, que voit cette région, comment est vue cette région par le marché. Et finalement, la dernière chose, c'est que si on couple finalement tout ça avec une politique monétaire mondiale qui est aujourd'hui ultra accommodante, cette zone, elle devrait aussi continuer à jouir finalement de taux extrêmement bas pour les pays les plus solides macroéconomiquement, leur permettant finalement ainsi de garder des niveaux d'endettement par rapport au PIB plus que raisonnable, et pour le reste de la zone, continuer à être finalement attractif dans un monde où finalement, il ne faut pas se leurrer, on est un monde où aujourd'hui la plupart des stocks de dette aujourd'hui disponibles pour un investisseur, aujourd'hui, yield ont des rendements à taux négatif. Donc, c'est ce qui est aussi intéressant. Et c'est pour ça que la demande des investisseurs pour finalement cette zone est juste énorme. Je vais vous donner quelques exemples. Depuis le début de l'année, Arabie Saoudite a émis de la dette. Il y a eu 22 milliards de demandes sur la dette Arabie Saoudite. Il y a eu 15 milliards de demandes pour de la dette Oman et 15 milliards de demandes pour de la dette pour le Bahreïn. Tout ça avec un bid to cover de 4 à 5 fois l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 milliard émis, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, vous avez 4 à 5 milliards de demandes de la part des investisseurs. Et d'ailleurs, et je pense que ça, c'est un point assez intéressant, c'est que les entrées brutes de capitaux dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord sont restées finalement à des niveaux assez élevés par rapport au reste du monde émergent sur les dernières années. Mais en fait, la composition de ces entrées de capitaux a complètement changé. En fait, c'est les flux d'investissement de portefeuille qui ont grimpé, donc ce que je vous disais précédemment, à la demande obligataire, par exemple pour la zone, qui a été extrêmement forte et qui a continué de grimper, tandis que finalement, les investissements directs étrangers, eux, ont plutôt eu tendance à diminuer. Et d'ailleurs, on remarque que le poids de la région au sein des indices émergents, finalement, ne fait que croître.
Donc, juste en conclusion et pour résumer tout ça, je pense que c'est aujourd'hui quand même une région qui a ses propres caractéristiques. Je pense qu'il ne faut pas le voir avec notre spectre, entre guillemets, d'Européens ou d'Américains. C'est quand même des pays émergents qui ont leur propre manière de fonctionner, que ce soit de la manière politique, géopolitique, mais aussi économiquement. Je pense qu'elle bénéficie de très grandes forces et je pense qu'elle devrait continuer à coup sûr d'attirer finalement la demande des investisseurs. Malgré tout, il est quand même crucial que la région continue d'entreprendre les réformes structurelles nécessaires afin de garantir cette stabilité économique et géopolitique sur le long terme. Et notons juste quand même pour finir que malgré la solidité de la zone, d'un point de vue financier, celle-ci reste, et d'après une étude FMI, et c'est ce qui est assez intéressant, 2 fois plus volatile à la macroéconomie mondiale que ce que l'est finalement le reste des pays émergents. Merci beaucoup, Romain. Cette conclusion est très intéressante. Mais que vont faire ces pays de tout cet argent qui va couler à flot sur eux? C'est ça qui nous intéresse en fait. Est-ce que les programmes de transition seront en ligne avec les réformes climat et qu'est-ce que ça va donner politiquement? Je trouve très intéressant votre principe de réflexion à partir de la famille, car tout le monde ne fait pas partie de la famille. Même au sein du GCC, la famille Bien sûr. connaît encore un peu de rififi interne, mais le discours sur l'Iran reste extrêmement va-t-en-guerre. Donc, on a, comme je le disais, peut-être une fausse normalisation. Alors, on a pris un peu de retard. Alors, en partie, je laisse le temps filer parce qu'on n'a pas énormément de questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le Q&A. Et je vais donner donc sans transition la parole à Jacques Maire, dont je vous rappelle qu'il est député des Hauts-de-Seine et qu'il a travaillé avec une de ses collègues à un rapport sur la question des ventes d'armes françaises qui nous intéresse particulièrement sur la région Moyen-Orient. Jacques ne va pas s'exprimer certainement uniquement sur ce sujet, mais c'est clairement une des questions pour lesquelles on l'a invité. Je te donne la parole. Merci Dorothée, bonjour à tous. Je ne vais pas me faire le porte-parole du Quai d'Orsay parce que ce ne serait pas légitime. Je suis au sein du Parlement et parce que la façon dont les parlementaires aujourd'hui abordent ce genre de sujet n'est pas exactement le jardin à la française dans lequel se meuvent les experts. On a plutôt tendance au sein de l'Assemblée. D'abord, je pense que cette action des parlementaires sur l'international est assez peu connue, même de la part des gens qui travaillent sur ce sujet. Vous en avez probablement une vision parcellaire ici ou là. Je vais essayer de l'illustrer un petit peu par des choses très concrètes et rapides. Ce qui mobilise les parlementaires, c'est quelques enjeux. Bon, le premier, évidemment, c'est soit leur circonscription, soit leur pays d'origine, soit leur lien personnel. Et donc, vous avez, je le dis très rapidement, mais vous avez des clivages qui sont liés effectivement à des tropismes particuliers sur lesquels vous n'avez de décryptage que si vous remontez un petit peu derrière. Je pense en particulier au nombre de collègues qui sont mobilisés sur les chrétiens d'Orient, par exemple. Ça en fait beaucoup. Il y a souvent des histoires personnelles derrière. Sur la question aussi Israël-Palestine, vous avez évidemment des clivages qui sont importants. Je le dis parce que tout ça dans un contexte où, au total, finalement, l'Assemblée, dans sa grande majorité, est plutôt suiviste et en attente de décryptage de la part de l'exécutif sur bien des points. Ce qui nous distingue un peu d'autres parlements. Beaucoup de parlements, en fait, donnent beaucoup de poids au multilatéral, à la question de la résolution des conflits par les mécanismes de type onusien ou bien européen. Pour les Français et les parlementaires français, c'est toujours quelque chose d'un petit peu secondaire par rapport à ce qu'on attend du rôle de la France. Et donc, on a cette espèce de croyance, peut-être est-elle irréaliste, que nous pouvons contribuer nous-mêmes en tant que pays dans l'intervention aux solutions politiques, juridiques, judiciaires peut-être parfois, ou militaires. Voilà, ça c'est un peu la philosophie générale. Évidemment, par rapport à cela, dans le secteur, il y a un point important qui a beaucoup mobilisé, c'est les questions humanitaires.
notamment celles qui relèvent à la fois du Yémen et de la Syrie, notamment du Nord-Syrie, qui est quelque chose qui vraiment est suivi avec beaucoup d'attention et qui a comme conséquence, et y compris aussi d'ailleurs pour une bonne part, les conséquences humanitaires de la guerre avec Daesh en Irak jusque dans quelques années dernières, avec comme conséquence voilà, d'avoir une attention, plus qu'une attention, je dirais, une présence et une action assez forte auprès de pas mal d'acteurs. Et des conséquences, par exemple, là, vous avez la volonté de pouvoir faire émerger l'idée et la négociation d'un statut, d'une protection internationale du statut des volontaires des ONG. Voilà, qui est quelque chose d'important, qui n'existait pas dans le débat public, qui est en train de monter et qui est largement lié à la perception qu'on a eue de la façon dont ont été traités les acteurs, bien sûr en Syrie, avec toute l'ambiguïté des acteurs français d'ailleurs officiels, hein, bien sûr, mais aussi au Sahel, et vous avez tous en mémoire, je suppose, les morts de Hackted au Niger il y a quelques mois. Puis les enjeux, autre enjeu qui est bien suivi quand même, ce sont les enjeux militaires. Pourquoi les enjeux militaires? Parce que nous avons une focalisation assez forte, évidemment, sur la guerre, sur Chamal et la guerre, je dirais, contre Daesh, et d'un autre côté, sur Barkhane. Et on voit bien que quand on fait monter un troisième lieu comme étant un lieu de tension très fort, qui est Médor, comme on dit dans la marine nationale, Méditerranée orientale, on arrive tout de suite là maintenant au bout de nos capacités, très vite au bout de nos capacités, et que donc, dans tout le débat qu'on a sur la LPM, sa revue à mi-parcours, toute la question de la montée en puissance des zones de combat potentielles à haute intensité, y compris avec adversaires ou avec partenaires ayant un bon niveau technologique, c'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas entraînés, nous ne sommes pas positionnés. Notre expérience, y compris celle du Sahel ou du Pakistan ou de l'Afghanistan, ne nous prépare pas à ce type de combat. Donc là, il y a vraiment une interrogation, d'assez forte, voilà, d'assez forte actualité par rapport à cela. Maintenant, j'irai un petit peu plus dans les illustrations de ce que ça peut vouloir dire concrètement, tous ces débats dans ce qu'on peut faire comme action au quotidien. Je prends l'exemple de la question religieuse. Question religieuse, évidemment, notre préoccupation principale, c'est la sécurité des Français, tout en haut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le cas, et notamment la lutte contre le terrorisme, et quelque part, la lutte contre la radicalisation qui, à la fois, je dirais, clive les territoires et la société, mais aussi nourrit une certaine forme de risque sur le terrorisme. Là-dessus, il y a des domaines qui sont des domaines réglementaires sur lesquels voilà, nous suivons, nous n'avons pas grand-chose à dire, mais nous poussons, comme par exemple la fin des imams consulaires, hein, qui font l'objet de discussions bilatérales, qui ne se passent d'ailleurs pas trop mal entre la France et les pays concernés, puisque c'est discret et c'est bien géré. Et puis il y a des domaines qui sont plus de l'ordre de l'action parlementaire. J'en donnerai deux. Le premier, c'est la question législative. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai proposé, et ça a été quelque chose qui n'existait pas aujourd'hui dans le débat sur la loi à valeur de la République, j'ai proposé d'assurer la continuité des lieux de culte, y compris en cas de dissolution d'association, tout en interdisant la vente des lieux de culte aux États étrangers pour €1 symbolique. Il se trouve que cette vente aujourd'hui se multiplie. Il y a des exemples, j'en ai une dizaine, qu'elles ont pour origine la crainte de la part des associations de se voir dissoutes, de voir en fait que le résultat de la cotisation des membres, quelque part, puisse aller directement dans les caisses de soit l'État s'il gère et récupère, ce qui n'est pas possible juridiquement, mais c'est un peu la crainte, soit vendu pour €1 symbolique à un État sponsor, souvent effectivement le Maroc, à la grande colère des ouailles, si je puis dire, des fidèles des autres nationalités. Bon. Un sujet comme celui-là, pourquoi j'en parle? Parce que je l'ai proposé, il va être voté, très très probablement. Il soulève des difficultés à l'État français, parce que nous avons évidemment nous aussi des lieux de culte à l'étranger, y compris assez nombreux en Turquie, et nous en avons aussi en Palestine
et dans les territoires occupés. Et nous les avons, et donc nous craignons des problèmes de réciprocité. Et nous n'avons pas uniquement d'ailleurs des implantations étrangères, mais nous avons aussi des propriétés de congrégations françaises dans ces endroits-là qui sont. Donc voilà, et donc ça peut parfois rentrer un petit peu en contradiction entre l'intérêt, je dirais, d'une politique publique qui est très lisible pour les Français, ne pas faire rentrer ces outils ces lieux de culte dans le contrôle d'États étrangers, et puis la question de la réciprocité sur des sujets où la France a un actif. Voilà, ça c'est dans le champ législatif classique. Un petit élément dans le champ budgétaire, évidemment, on a fait beaucoup pression depuis 2-3 ans pour faire en sorte de refinancer l'éducation dans beaucoup de pays. L'éducation publique, l'éducation laïque, l'éducation, je dirais, professionnalisante, quand on voit effectivement l'invasion des madrasas dans toute la zone notamment africaine et orientale. C'est vrai que la France avait plutôt consacré beaucoup d'argent sur la santé, c'est très bien, mais on est dans des pays en général qui subissent l'influence audiovisuelle et éducative maintenant directe du Golfe et de la Turquie, au détriment finalement de la professionnalisation et de l'intégration, et vraiment au bénéfice de la radicalisation. Donc voilà, donc grosse pression vis-à-vis de l'exécutif sur ces sujets-là, dans les outils de coopération et dans les budgets. Et je dirais un mot effectivement sur la question du contrôle des pensions d'armement. Là, on est dans le 3e volet, qui est le domaine non pas budgétaire, non pas législatif, mais celui du contrôle. Bon, si vous voulez, pour dire les choses concrètement, il n'y a pas beaucoup d'appétit au Parlement pour impliquer massivement les collègues sur la question du contrôle de l'armement, pour une raison qui est relativement simple, c'est que il n'y a pas de demande sociale importante, à part de quelques ONG qui sont vraiment bien dévouées et quelques articles de presse ici ou là. Et puis, on sait très bien qu'on ne veut pas aller, nous, Français, vers un dispositif, en gros, de neutralisation de notre capacité d'action internationale et, je dirais, de faire soumettre toute l'action diplomatique française, qui est aujourd'hui, entre guillemets, agile, car à la main de l'exécutif, à un contrôle parlementaire qui l'handicaperait considérablement. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est quand même la culture traditionnelle qui est en train de s'effriter, mais qui reste encore relativement forte. Donc, il y a eu, ce travail qui a été fait avec ma collègue et qui a été vraiment très, très appuyé par les commissions compétentes, qui s'appuie sur notamment le fait que ce risque juridique et ce risque judiciaire, même maintenant qui existe sur le contrôle et le respect des traités internationaux en matière de vente d'armes, est un risque sur lequel la France est finalement assez peu protégée et assez peu préparée, et sur lequel finalement le Parlement peut donner un élément d'amélioration de la gouvernance parce qu'il a une vision très indépendante finalement du complexe militaro-diplomatico-industriel sur ces questions. Alors ça va se traduire par des avancées dans les mois qui viennent, ça c'est certain, mais ça va se traduire aussi probablement par la mise en évidence de risques majeurs qui jusqu'à maintenant étaient sous-évalués. Et par exemple, dans le cadre précis de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, la question des logiciels d'interprétation, des matériels d'interception sur les ciblages de masse et les sociétés civiles. Bon, ça, c'est un truc assez important, complètement, de mon point de vue, négligé par le politique, pas forcément par les services de renseignement, mais négligé par le politique, et sur lequel la remise en cause de nos façons de faire est assez fondamentale. Alors, dernier point peut-être, nous sommes évidemment hyper sollicités parce qu'aujourd'hui, pour l'extérieur, notamment le Moyen-Orient, les Turcs, finalement l'Europe c'est Macron et Merkel, donc évidemment, et moi-même particulièrement, pas Jacques Mer, mais en tant que député de la majorité et avec mes collègues, on est très très sollicités pour faire en sorte de compter plus et de s'impliquer plus et d'impliquer plus l'exécutif dans les débats locaux. Alors, j'ai un nombre d'exemples infinis, mais à 12 heures, une énième discussion avec des parlementaires britanniques, irlandais, anglais, néerlandais, français, belges et autres, en lien avec les membres du Congrès américain pour savoir comment utiliser l'opportunité qui est celle de Biden sur la question des 2 États, sur la question de quelques comportements récents inacceptables de la part des Palestiniens. Évidemment aussi, nous serons assez présents, assez nombreux présents à des postes assez stratégiques dans la surveillance des élections palestiniennes parce que les Français sont très interpellés là-dessus.
Un autre exemple, c'est tout à l'heure, Dorothée parlait de la danse du ventre. Non, je ne sais pas si c'était Dorothée, c'était M. Kinle qui parlait de la danse du ventre de Erdogan. Évidemment, on l'a subi immédiatement, cette danse du ventre. J'ai été démarché, mes collègues aussi, par des représentants de l'AKP, par des représentants de l'État turc. Donc, dans ce cas-là, on leur dit, bah oui, mais l'amour, c'est bien, mais les preuves d'amour sont mieux. Donc, parlez-nous de Kavala, parlez-nous de Demirtas, et puis dans ces cas-là, on pourra avancer ensemble. Et puis, évidemment, la même chose sur la question des sujets tout petit peu plus périphériques, c'est les sujets turco-azéro-arméniens, où évidemment, pour nous, ça mobilise énormément, et la France est perçue quand même comme la corde de rappel des Arméniens quand il n'y a plus personne au bout du téléphone. Et je dois dire que ça conduit à deux choses. Ça conduit effectivement à avoir sur les épaules des conflits, ou même la situation libanaise, hein, qui sont des conflits ou des situations qui sont perçues comme marginales du point de vue, je dirais, des institutions internationales ou des institutions de type européenne, Conseil de l'Europe. Ce n'est pas majeur, ce n'est pas clé. Nous avons ces sujets un petit peu sur les épaules parce que nous sommes, entre guillemets, les alliés naturels, les parrains de ces pays, et donc difficulté pour les parlementaires de faire valoir dans leurs dimensions internationales et dans l'action internationale et multilatérale, notamment nous, hein, dans les interparlementaires, ces sujets de conflit. Au total, je dirais simplement pour dire la conclusion, c'est que il y a dans cette génération politique qui est celle dans l'Assemblée depuis 2017, probablement une volonté plus forte qu'auparavant d'en faire cette question internationale, cette question à la fois de sécurité et de développement, un marqueur de notre identité politique. Ce qui n'était pas forcément le cas en tant que tel pour les partis traditionnels, que ce soit socialistes ou les républicains. Là, cet engagement internationaliste et européiste est quelque chose qui a vraiment été à la base de l'engagement de beaucoup de collègues. Donc, on a probablement une présence, une implication qui est bonne et qui est même croissante avec le temps et qui est de plus en plus pertinente. Mais évidemment, on ne crée pas une génération de politiques, je dirais, férus de ces questions en quelques années. Ça prend du temps, mais ça progresse. Et je pense que le fait qu'on ait dans quelques semaines, et je le dis, la discussion sur le projet de loi de développement, avec à la clé les 0,55% du PIB et les quelques milliards en plus chaque année, en pleine crise pandémique, est quelque chose qui est vraiment très différenciant de ce à quoi on pourrait s'attendre avec d'autres contextes politiques et d'autres majorités. Mais c'était quelque chose qui a été arbitré finalement contre l'avis du gouvernement, parce qu'il y avait un souhait massif des parlementaires qu'on tienne la promesse dans le domaine. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Jacques. Je trouve intéressant le contraste entre l'idée d'une faible demande sociale sur la question du contrôle des ventes d'armement et l'idée que la France considère qu'elle est un parrain naturel dans certains contextes qui sont, tu dis, des sujets marginalisés, finalement, comme le Liban ou la question du Karabakh. Et je trouve qu'il y a quand même un hiatus institutionnel là-dessus. Alors, c'est très intéressant de dire qu'on a une génération de parlementaires qui maintenant s'intéressent davantage aux questions internationales, à la politique étrangère française. On a quand même ce hiatus institutionnel qui fait que même si on a un intérêt, il n'y a pas un relais de décision finalement. Hein. Et ça, je trouve que c'est une réflexion. J'espère qu'elle s'ouvrira, une réflexion institutionnelle, j'espère qu'elle s'ouvrira dans les années à venir, parce que comme on l'a vu aussi, il y a parfois une vulnérabilité de la France sur certains sujets spécifiques. Donc là, il y a une éventuelle vulnérabilité juridique sur la question des ventes d'armes. Il y a cette question de la gestion du culte et du discours un peu globalisant sur l'islam du président de la République qui a été assez mal reçu. Donc on a vraiment des cloisonnements. On a une espèce d'effet de silo qui, je pense, est accentué par la pandémie. Mais ça, tout le monde a ça aujourd'hui. Hein. On a du mal à relier les différents sujets et il va falloir qu'on apprenne à le faire. Alors évidemment, depuis qu'on a relancé les questions, il y a beaucoup plus de questions. On a en principe presque fini cette séance, donc on va prendre une petite dizaine de minutes pour les questions. Je donne la parole à Chloé Fabre pour qu'elle nous relaie une première question. Chloé, allez-y. Bonjour à tous, donc, je suis Chloé Fabre, l'assistante de recherche du programme. Donc je vais vous relayer une première question qui est une question de Christophe Maquet au sujet de la Turquie.
Donc Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient chez Veolia, et qui souhaiterait savoir donc, si la Turquie a les moyens économiques et financiers de ses ambitions diplomatiques en Afrique et au Moyen-Orient. Ça, c'est une question intéressante parce qu'on pourrait la poser à Romain Bordenave. Mais en fait, je pense que c'est une question qui a des aspects beaucoup plus qualitatifs. Donc, Romain, je vous donne quand même un peu la parole et puis je vais essayer d'y répondre parce que je pense que j'ai réfléchi pas mal à la question. Non, je pense qu'aujourd'hui, la Turquie a juste les capacités, entre guillemets, de stabilité sa propre économie avant même d'aller voir ailleurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Turquie a quand même connu 4 ans de crise. Hein. Depuis 2016, elle est en crise toutes les années, hein, que ce soit politique, monétaire, etc. Et une de ses grandes faiblesses a été, donc moi je l'avais mentionné, hein, le fait de ne pas avoir voulu monter les taux, etc. Et la stabilité de la Turquie se fait aussi de par sa population, et sa population est assez finalement regardante sur le taux de change sur la lire turque. Et de toute façon, si vous ne montez pas les taux, il n'y a pas 46 manières finalement de garder la stabilité de votre devise. Soit vous montez les taux, soit vous injectez de l'argent. Vous achetez de la lire turque et vous vendez du dollar. C'est ce que la Banque centrale a fait sur les 4 dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en utilisant ces réserves, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réserves nettes de la Banque centrale turque sont aujourd'hui proches de zéro. Donc aujourd'hui, la Turquie n'a plus du tout les moyens de ses ambitions. Donc, et je pense que c'est pour ça que depuis 6 mois, on a vu un shift énorme de la part du président pour justement essayer de remonter la pente. Aujourd'hui, la Turquie, elle est sur tous les fronts. On en parlait géopolitiquement en Syrie, avec la Russie, etc. Donc non, clairement, elle n'a pas les moyens de ses ambitions et je pense qu'elle elle doit d'abord, entre guillemets, se recentrer sur elle-même et faire, entre guillemets, le ménage avant même de pouvoir aller voir au-delà de ses frontières. Bon, donc je vais faire un petit complément parce que je pense que la Turquie gère assez bien ses faibles moyens en matière de politique étrangère et dans les domaines stratégiques. Je pense que c'est d'abord un pays qui s'implique là où ça peut avoir un bon effet de feedback. C'est le cas de l'opération en Libye, dont on sait qu'elle rapporte de l'argent et que c'est aussi un investissement pour l'avenir. Je pense que c'est un pays qui a aussi un soft power efficace. Alors, la réputation de la Turquie politiquement, elle a certes un peu souffert ces dernières années, mais la popularité du gouvernement de l'AKP reste très importante auprès de toute une marge des sociétés arabes. Un autre aspect très important, c'est que la Turquie, dont on dit souvent que c'est la deuxième armée de l'OTAN, effectivement, en hommes, c'est un pays qui est en train de s'armer. C'est un pays qui est en train de construire une industrie de défense extrêmement efficace, qui utilise ses propres armes au combat et qui, donc, à chaque fois qu'il fait une opération militaire, en fait une espèce de showcase de son armement. Et de ce point de vue, la guerre du Karabagh a encore été une occasion de démontrer l'efficacité des drones turcs. Et évidemment, l'Azerbaïdjan a vocation à devenir un marché naturel pour les drones turcs. Et c'est aussi un pays qui a une très faible aversion au risque. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans la relation entre la Turquie et l'Union européenne, quand les Turcs crient, les Européens se taisent et ont le sentiment en permanence d'être en position de faiblesse. Et ceci donne une chambre d'écho très importante aux ambitions turques. Vous voyez que dans la relation euro-turque, aujourd'hui, la solution qui semble être la plus efficace pour contenir toute cette escalade en Méditerranée orientale, c'est de proposer une grande conférence stratégique qui finalement traiterait des intérêts communs stratégiques entre l'Europe et la Turquie. Et ça, c'est une énorme réussite de la Turquie d'avoir réussi à se rendre intéressante à ce point. Et la question des réfugiés, bien sûr, a été centrale. Et Chloé, autre question? Donc nous avons une deuxième question sur l'Iran qui a été posée par Stéphane Gombert, ancien ambassadeur de France en Éthiopie et ancien ambassadeur de France en Autriche. Donc, qui souhaiterait savoir en ce qui concerne la volonté américaine donc, de mettre le programme de missiles iraniens sur la table des négociations. Si le fait d'élargir effectivement la négociation avec l'Iran à la question des missiles ne serait pas dangereux pour l'Iran puisque
ces missiles pourraient potentiellement représenter une garantie de survie pour l'Iran, notamment si l'on considère les dégâts qui ont été causés par les missiles de Saddam Hussein durant la guerre Iran-Irak. Alors, qui a parlé de l'Iran? Jean-Christophe, tu as un peu évoqué la question du JCPOA. Comment est-ce que tu vois évoluer cette négociation? Je pense que l'ambassadeur a bien résumé l'enjeu du programme balistique iranien. Effectivement, on peut le faire remonter à la guerre contre l'Irak au début des années 80, où l'Irak avait un avantage stratégique en matière balistique par rapport à l'Iran. Je pense que aujourd'hui, tous les pays impliqués dans l'accord du JCPOA, États-Unis, les E3 européens, la Chine et la Russie, voient l'intérêt de ralentir le programme balistique, ou en tout cas de maîtriser un petit peu ce programme balistique iranien. Et du côté iranien, c'est effectivement perçu comme un des éléments de la survie du régime. Donc, voilà, je pense que la négociation risque d'être extrêmement rude. Il me semble que, notamment du côté des Européens, et là, il rejoindrait, je pense, les États-Unis et la Russie, mais l'idée de mettre le programme balistique iranien sur la table est aujourd'hui très claire. Autant en 2015, les États-Unis principalement et les autres avaient suivi, s'étaient concentrés sur l'enjeu nucléaire. Autant aujourd'hui, les échos qu'on peut avoir, c'est qu'il faut vraiment une sorte de grand bargain mettant sur la table à la fois le nucléaire, le programme balistique et la stabilité régionale. Évidemment, il faudra vérifier ce que les Européens et les États-Unis sont prêts à proposer aussi à l'Iran pour que l'Iran rentre dans cette logique. Donc, franchement, la négociation paraît d'emblée assez mal amorcée. Et peut-être que voilà, c'est tout l'enjeu aussi, c'est des enjeux internes iraniens. Est-ce que la situation interne iranienne pèse suffisamment sur le régime aussi pour l'amener à voir son intérêt dans une levée des sanctions qui pèsent sur les importations en Iran? Oui, puis le JCPOA dépend aussi de la participation des Russes et des Chinois. On parle toujours du transatlantique finalement, mais on n'a pas que ces acteurs-là qui soient impliqués. Évidemment, la signature du premier accord, elle a aussi beaucoup tenu aux capacités de médiation de la Chine, notamment. Chloé, autre question. Peut-être qu'on va passer au Maghreb, parce que je vois que plusieurs des participants s'émeuvent du fait qu'on ait très peu parlé du Maghreb. Donc, nous avons une question qui revient de manière générale, qui serait comment voyez-vous en 2021 les perspectives précisément en Afrique du Nord? Et plus précisément, donc, nous avons une question sur l'Algérie de Pierrick Grenier de Gétro, qui souhaiterait savoir comment vous évaluez la conjoncture politique et économique du pays en 2021, avec notamment, par exemple, l'organisation des élections législatives et locales et certaines attentes au niveau de la diversification de l'économie ou encore des réserves de change qui sont en chute libre. Qui veut répondre sur l'Algérie? Je veux bien dire un petit mot sur le sujet algérien. Sur le fait que, évidemment, les parlementaires aussi ont pas mal de contacts avec leur circonscription. Il y a pas mal d'Algériens dans la circonscription et donc nous avons évidemment été soumis à pas mal d'interpellations et d'intercollations, notamment à l'occasion du Hirak juste en janvier dernier. Bon. Du point de vue des parlementaires français, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de prudence, mais en même temps, il y a une volonté, sans interférer, de donner un petit peu sa chance au changement. Donc, il y avait un engouement, donc que je ne vais pas trop qualifier, mais qui était relativement prudent pour ne pas complexifier les relations. Il se trouve qu'il y a eu par ailleurs, de notre part, notamment
d'une mission que j'ai conduite avec plusieurs collègues pour savoir si oui ou non l'Algérie souhaitait, dans le cadre de la Constitution, être partenaire du Conseil de l'Europe pour un retour, pour un confortement de la démocratie et de l'état de droit. C'est quelque chose qui existe dans le cas du Maroc. Là, je parle vraiment de la situation spécifique algérienne. L'Algérie, si elle souhaitait, en tout cas, c'est le cas de la Palestine aujourd'hui, c'est le cas de la Jordanie, c'est le cas du Maroc, peut avoir, si elle le souhaite, la possibilité d'être un partenaire et de s'impliquer très fortement dans la reprise de l'acquis, je dirais, européen en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit, et avec des conséquences assez lourdes sur, effectivement, la reprise des conventions, le suivi, le monitoring. Voilà, donc c'est passé un petit peu du droit formel au droit réel. Bon. C'est quelque chose sur lequel on a eu des retours assez positifs pendant pas mal de temps du côté des parlementaires et des autorités algériennes, sachant que les parlementaires n'ont aucune autonomie, évidemment, dans ce dispositif, même si ils peuvent avoir des points de vue, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ce qu'on voit quand même, nous, c'est qu'aujourd'hui, la dynamique et l'appétit, évidemment, du côté, y compris des institutionnels, à jouer cette espèce d'évolution est totalement anesthésié. Alors, je ne sais pas si c'est par la crise de la pandémie, je ne sais pas si c'est parce que, je dirais, le contexte de durcissement de la répression localement fait taire un petit peu les espoirs. Je ne sais pas si c'est parce que, globalement, la vacance du pouvoir qu'on constate aujourd'hui avec le fait que M. Tebboune n'est plus là beaucoup plus souvent. Enfin, on n'est pas encore dans l'hypothèque Bouteflika, mais on a quand même une espèce de vacance du pouvoir très forte. Bref, pour nous, sur le plan, je dirais, politique et interparlementaire, il y a des gestes qui sont faits entre gouvernements au niveau de l'exécutif, il y a des gestes faits par le président Macron, etc. Mais il n'y a plus beaucoup de capacité à s'engager en face, ce qui n'était pas le cas il y a un an. Donc, il y a une grosse inquiétude. Deuxième point, quand même, ce qui est très important, je le dis, là, je descends un tout petit peu en dessous. Notre sujet principal de préoccupation, c'est quand même Barkhane et le Sahel, dans la zone. Et de ce point de vue, il y a quand même une initiative très structurante qui a été prise en main par les parlementaires français, qui a été proposée à leurs homologues, la création du comité interparlementaire G5 Sahel, qui marche et qui s'est réuni la dernière fois à la fin de l'automne, et qui a pour vocation, allez, je dirais au minimum, de faire passer un point de vue parlementaire, interparlementaire de tous les pays, de toutes les parties, en direction des chefs d'État sur tous les sujets de coopération civile et militaire dans la zone. De ce point de vue, il y a une énorme attente par rapport à l'Algérie, qui est une attente qui n'est pas satisfaite, et qui est exprimée vraiment assez fortement par les populations locales. Et je dois dire, les quelques éléments de progrès qui ont été faits ces dernières semaines, ces derniers mois, ne répondent pas du tout à l'aspiration. L'impression quand même, c'est que le jeu joué par l'Algérie, dans le fait d'être plutôt, je dirais, un acteur présent, mais plutôt déstabilisant du Sahel pour pousser ses pions, aujourd'hui apparaît plus fortement que ce rôle ce rôle d'accueil et de parrain et de promoteur des accords d'Alger, qui serait quand même souhaité par tous. Donc ça, c'est quand même aussi un point qui obture un peu la visibilité qu'on a de l'Algérie avec le premier point qui était le point de la dynamique démocratique. Merci pour cette réponse très complète et ces caveats inquiétants, certains côtés. J'ai une question pour Eberhard Kienle concernant le Liban, qui est un pays où tu as vécu plusieurs années. Est-ce que tu considères qu'en 2020, le Liban a changé de monde, qu'on a passé un palier qui va rendre extrêmement difficile la perpétuation de cet état dégradé, cette cohabitation un peu qui se consolidait finalement entre les communautés? Est-ce que tu as le sentiment que vraiment le pays que tu as quitté aujourd'hui a basculé dans autre chose? Unmute. Oui, c'est parce que je crois que cette Dorothée m'a muté. Voilà, donc. Non, d'accord. Alors, oui et non. Je vous donne une réponse, disons, peut-être de Normand ou de Libanais, je ne sais pas. Et alors, il faut quand même ne pas oublier que les Libans a déjà traversé ce genre de difficultés et d'épreuves plusieurs fois. Le Liban, comme j'ai essayé de dire, comme d'autres pays de la région, est un pays qui est, on pourrait, dans une terminologie, disons,
courante, on pourrait l'appeler assez instable. Donc, on n'est pas pour la première fois dans une situation très, très difficile. Rappelez-vous la première guerre civile de 58, la grande ou longue guerre civile de officiellement de 75 à 89. Voilà. Donc, on n'est pas pour la première fois dans une telle situation. Toujours, bon, pour parfois des raisons diverses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en effet un retour à cette, disons, instabilité qu'on a déjà vue à plusieurs reprises et qui, en effet, encore une fois, peut être très difficile et même fatale, tout autant que, voilà, à un moment, on recolle avec l'aide des puissances étrangères qui ont un intérêt dans le Liban, la situation. Il est très difficile à dire. Alors maintenant, évidemment, aujourd'hui, on est toujours sous l'effet, disons, du moment. On a tous vu l'explosion du port de Beyrouth. Voilà, on suit les histoires autour de la situation économique, de la Banque centrale, maintenant, il y avait des situations, moi j'ai vécu des situations au Liban où la livre libanaise avait baissé dans une journée de je ne sais plus combien. Et voilà. Alors tout ça pour dire que le Liban, d'une certaine manière, est fidèle à lui-même. Ça reflète des questions qui concernent la création de l'État et qui concernent aussi la gestion de l'État par la suite, et qui ne vont pas être résolues très très vite. Alors, je crois qu'en effet, la question reste ouverte. Bien, alors on a déjà dépassé d'un quart d'heure notre temps. Jean-Christophe nous informe qu'il doit aller travailler. Il était temps qu'on le laisse sa journée. On va juste, on va lui dire au revoir. Et si Romain Bordenave a 5 minutes pour répondre à une dernière question sur les fonds souverains, on va prendre une dernière question. C'est possible, Romain? Oui, allô? C'est possible. Bon, oui, alors oui, bien sûr, dites-moi. Jean-Christophe, merci beaucoup pour l'agenda de la Croix et je promets que l'IFRI va suivre la diplomatie papale cette année car effectivement, elle est extrêmement créative et elle sera peut-être plus efficace que d'autres. Merci à toi. Chloé, la question de Marc-Antoine Elmadzega, directeur du Centre Énergie d'IFRI. Donc, nous avons une dernière question de Marc-Antoine qui a souligné le fait que le risque géopolitique n'est effectivement pas pris en compte par les marchés. Il a notamment évoqué l'épisode de l'attaque des infrastructures pétrolières saoudiennes où le prix du pétrole s'est immédiatement calmé. Donc, il souhaiterait savoir, pour M. Bordenave, comment évaluez-vous les stratégies des fonds souverains de la région et notamment des Émirats arabes unis. Voilà. Ces fonds souverains-là, ce qui est assez intéressant, mais bon, je pense que c'est aussi dans la dynamique finalement de cette zone qui, depuis finalement plusieurs années, parce qu'on a quand même eu plusieurs crises pétrolières, même sur la dernière décennie, et je pense qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont beaucoup trop exposés à ce risque pétrolier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif finalement des fonds souverains, si je prends par exemple même le fonds souverain d'Arabie Saoudite, on est quand même sur des montants à horizon 2025, on estime à peu près que la taille de ce fonds souverain-là fera 1 trilliard. Donc, on est quand même sur des gros montants. Et ce qu'on observe, c'est vraiment une diversification de ces fonds souverains. Ça veut dire que là où avant, ils étaient, je dis n'importe quoi, principalement exposés sur des risques de marché, aujourd'hui, ils vont faire du private equity, aujourd'hui, ils vont investir dans la transition énergétique, etc. Donc ça, c'est vraiment un shift qu'on observe sur les dernières années parce que, et encore une fois, la stabilité de la zone repose finalement sur sa stabilité économique dans un premier temps. L'Arabie Saoudite, si demain elle est en crise, ça veut dire qu'elle va plus soutenir le Bahreïn, ça veut dire que le Bahreïn va partir en défaut et on va avoir du coup un château de cartes qui risque un peu de s'écrouler. Donc voilà, donc les perspectives et entre guillemets les objectifs de tous ces fonds souverains-là de la zone, c'est diversifier
diversifier au maximum leurs actifs et finalement essayer au maximum de s'extirper un petit peu de ce lien au pétrole qui leur fait, enfin, qui leur fait énormément souffrir, j'ai envie de dire, sur les dernières années. Et malheureusement, et peut-être contrairement à d'autres pays pétroliers, on est quand même sur une zone qui n'a pas su finalement profiter, entre guillemets, de l'argent qu'elle accumulait via le pétrole pour finalement réussir un peu à se décorréler de ce marché pétrolier. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment l'objectif de tous ces fonds souverains-là qui sont énormes. Après, à titre juste, par exemple, d'exemple à l'instant T, on est aussi sur des fonds qui sont extrêmement réactifs. Aujourd'hui, la plupart de ces fonds souverains-là, par exemple, se sont retirés des marchés financiers. Moi, pour avoir discuté avec quelques personnes. Voilà, c'est un peu des investisseurs qui viennent sur le long terme et quand ils s'aperçoivent que les valorisations commencent à devenir un peu trop extrêmes, comme on peut avoir la question aujourd'hui, voilà, c'est des fonds qui se retirent des marchés en attendant des jours meilleurs pour revenir se réexposer. La sagesse des fonds souverains qui ont un rôle de stabilisation politique Exactement. évident aussi dans la région. Je vous incite à regarder la note qu'on avait sortie au début de l'année dernière sur la montée en puissance du soft power économique dans la région, qui semble être quand même une tendance évidente avec l'organisation de la politique étrangère des États du Golfe, qui est quand même une nouveauté de la dernière décennie. Alors écoutez, on va en finir là. On a pris 20 minutes de plus. Merci beaucoup aux près de 100 personnes qui ont eu la patience de rester presque 2 heures devant leur ordinateur, parce que c'est toujours un peu plus compliqué que d'être dans une salle. Merci pour ces débats très riches, pour vos contributions à tous. Évidemment, l'IFRI reste à votre disposition pour suivre la discussion. Et j'espère que l'année prochaine, nous aurons des échanges tout aussi riches et plus physiques, n'est-ce pas, d'une certaine façon, rue de la Procession. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.